Markus Fischer n'est pas une personne inconnue. Il va nous donner des réponses. Il est professeur pour l'écologie végétale à l'Université de Berne et directeur du Jardin botanique. Il est aussi membre du Conseil mondial de la biodiversité qu'on vient de citer tout à l'heure. Et depuis 2020, il est aussi membre au VBGU. C'est le Conseil scientifique de l'Allemagne pour la biodiversité et il a donc coopéré à ce rapport. Il va nous présenter quelques résultats qui seront vraiment très importants pour notre discussion. Et à la fin, on aura aussi la co-directrice de ce conseil qui va participer à la table ronde et qui va prendre position. Markus Fischer, nous le savons tous, a aussi fait des études de physique et biologie et il fait actuellement des recherches sur les conséquences du changement de la biodiversité. Il est aussi membre du Forum de la biodiversité suisse. Markus Fischer, tu as la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Peter. Bonjour. Je suis très heureux de pouvoir suivre les paroles de Reto. Donc, j'aimerais parler de cette interaction entre la biodiversité et le climat du point de vue de la science. Donc, je ne représente pas mon opinion, mais je vous transmets la vision de la science. Et d'abord, j'aimerais le faire directement entre la biodiversité et le climat. Et ensuite, j'aimerais le mettre dans le contexte de la transformation vers la durabilité. D'abord, concernant le recul de la biodiversité. La biodiversité n'est pas seulement menacée, mais elle est en voie de disparition. Donc, on voit ici les espèces menacées sur 20 ans. Donc, 40% vont disparaître et voyez, selon le niveau de menace, même plus. Donc, la biodiversité recule. Donc, les espèces fréquentes deviennent de plus en plus importantes. C'est la réalité. On a vu le changement climatique, mais c'est souvent l'utilisation des terres qui est la cause principale du recul de la biodiversité. Il y a un rapport qui est paru cette semaine concernant Food System et l'agriculture. Donc, le Conseil mondial de la biodiversité le dit aussi, la cause principale, c'est un changement de l'utilisation de la mer et des terres. Et le changement climatique ne vient qu'en troisième lieu. Ça ne veut pas dire que le changement climatique ne soit pas important. On l'a très bien vu tout à l'heure. Mais ce sont les autres qui sont encore plus importants. Le changement climatique a bien sûr un grand effet sur la biodiversité. Nous avons là des résultats d'une expérimentation. Donc, vous avez les espèces rares ici à gauche. Si vous les mettez dans un autre climat, elles ne le supportent pas du tout. Vous faites ça avec des espèces fréquentes, ça ne pose pas de problème. Donc, la perte de la biodiversité va continuer, c'est très clair. Déjà maintenant, à côté du recul de la biodiversité, nous avons aussi une grande répartition, nouvelle répartition suite au changement climatique. Donc là, vous avez 30 cas d'études que je ne peux pas toutes mentionner, mais je voulais vous dire qu'à peu près 2 kilomètres sur Terre, 7 kilomètres dans la mer, les espèces se déplacent vers les pôles. Donc, ce n'est pas la même vitesse. Les espèces rares se perdent, les autres augmentent. Souvent, elles se réorganisent aussi. Et ça a des effets sur la protection du climat. Donc, l'herbe de la mer capte moins de CO2, le plancton va ailleurs. Donc, les mers captent moins de CO2 aussi.
les forêts sont en danger, l'utilisation des terres change et ça a aussi des répercussions sur l'homme, de grandes répercussions. Donc le changement climatique est déjà une cause très grande actuellement et on l'a vu, à l'avenir, ça va encore s'aggraver. Ici, du rapport IPCC concernant le climat et les terres, donc la constatation que les écosystèmes terrestres, avec un réchauffement de 1,5 degré, donc ça va vers le jaune et le rouge, donc pour les systèmes terrestres des écosystèmes, c'est très risqué, y compris la perte de végétation. Donc, il faut vraiment agir, Reto l'a dit. Il faut qu'on arrive à un net zéro. Et ça, c'est possible uniquement si le secteur terrestre y participe. Ça veut dire notamment notre gestion de la biodiversité des terres. Et donc, voilà le rapport que Peter a mentionné du WBGU, du Conseil scientifique du gouvernement allemand concernant les changements environnementaux globaux. Donc là, il faut absolument un changement de l'utilisation des terres et aussi de la biodiversité. Pour cela, nous proposons 5 stratégies qui servent donc à lutter contre le changement climatique et qui servent à la biodiversité et aussi au climat. Donc d'abord, les systèmes de zones de protection, protéger l'Amazonie, les zones humides, renaturer les zones reboisées, renaturer des zones humides, renaturer des surfaces d'herbe, tout cela sert au climat et à la biodiversité et ça assure aussi notre alimentation. Diversifier l'agriculture, donc différentes espèces, différentes pratiques, différents acteurs. Il faut changer nos modes d'alimentation, il faut manger plus de plantes, moins de viande, il faut changer tout cela pour l'environnement et puis utiliser de l'énergie biologique. C'est très important, notamment le bois. Ça vaut de manière globale, mais aussi nationale. Jusqu'à maintenant, j'avais surtout parlé de la mitigation du changement climatique et de la biodiversité, mais il s'agit aussi de l'adaptation au changement climatique. Quand on regarde tout cela, vous voyez là une liste avec différentes catégories de prestations d'écosystèmes, donc des prestations régulatoires, des prestations matérielles, immatérielles. Vous voyez avec les flèches qui montrent vers le bas, presque toutes ces prestations ont été réduites ces dernières décennies, à part peut-être la production des denrées alimentaires, des plantes, d'énergie. Donc, on peut dire c'est dû à la perte de biodiversité, mais on peut aussi inverser tout cela et on peut dire, eh ben, on peut promouvoir la biodiversité, soutenir ces différentes prestations et la plupart ont aussi un effet sur le climat. Donc, par exemple, quand on pense à réguler la quantité d'eau douce ou à réguler la qualité de l'air, donc, etc., etc. Donc, on peut aussi utiliser des adaptations au changement climatique. Ici, quelques exemples, l'aménagement du territoire, concernant la planification urbaine, des espaces verts, donc promouvoir la renaturation des zones humides, donc les forêts avec des espèces adaptées au changement climatique, donc diversification de l'agriculture. Donc, on peut aussi mélanger les arbres, par exemple. C'est bon pour la biodiversité et bon pour le climat. Donc, créer et maintenir des systèmes de zones protégées mis en réseau, au moins 30%. Si on n'a pas cela, les espèces ne peuvent pas s'adapter au changement climatique. Et la diversification de l'agriculture, donc utiliser des espèces adaptées au climat, mélanger les espèces, donc utiliser des pratiques bonnes pour l'environnement. Donc voilà, c'est l'interaction directe du changement climatique, de la biodiversité,
Mais la plupart des gens ne regardent pas ça. Ils s'intéressent à une bonne qualité de vie, donc on prend nos décisions et nos institutions et les mécanismes de gouvernance s'intéressent surtout à savoir comment, utiliser les infrastructures, la main-d'œuvre et tout ça pour qu'on aille bien. On ne pense pas aux autres systèmes. Donc, mais avec nos décisions, on change aussi l'environnement. Donc, ces causes anthropogéniques, à savoir le climat et l'utilisation des terres, eh ben, beaucoup de gens ne pensent pas à cela. Donc, la biodiversité recule, les prestations des écosystèmes sont fortement impactés et ça a un effet sur notre bien-être. Beaucoup de gens ne pensent pas à cela. Donc ce système doit devenir plus durable si on veut avoir une chance d'atteindre les objectifs de la durabilité, si on veut avoir une chance de mettre en équilibre le climat, si on veut promouvoir et maintenir la biodiversité. C'est donc une considération de toute la société qu'il nous faut. Et pour cela, le business as usual ne suffit plus. Il faut vraiment faire une transformation. Et je passe la parole à mon collègue. Treiber des Wandels verändern, Donc, indem il faut wir changer les tractions directes en prenant des mesures de gestion et nous pouvons le faire avec efficacité si nous faisons actionner certains leviers qui ont été ici résumés. D'une part, il faut dire qu'il faut réfléchir quelles sont les visions de la bonne vie. On l'a dit, il ne s'agit pas uniquement de développer des voitures qui économisent l'énergie, mais de faire des bagnoles toujours plus lourdes. Quels sont nos objectifs plus fondamentaux? Et il faut aussi incorporer une réduction des ressources consommées. Il faut aussi voir la pondération de la société qui se développe par la nature. Nous devons analyser le système financier et l'économie et nous devons informer. Tout cela sont donc des composantes qui sont consubstantielles de la transformation vers la durabilité. Et il faut évoquer notamment la gouvernance, la gestion, en corrélation avec le conseil consultatif du gouvernement fédéral allemand concernant le changement écologique, nous avons déterminé 5 leviers de gouvernance et de guidance qui sont extrêmement importants avec la biodiversité, la terre, mais aussi sécurité alimentaire. D'une part, il faut soutenir les pionniers du changement. Il y a toujours des personnes qui ont de bonnes idées, qui sortent des sentiers battus pour développer de nouvelles idées commerciales, utilisation des terres, avec des coopératives par exemple. Tout cela, il convient de le soutenir, de le promouvoir. L'État l'a cité avec C majuscule, un rôle extrêmement important. Comme on l'a déjà dit, l'État peut articuler les choses. Il convient peut-être de supprimer des subsides là où elles ne sont pas méritées et l'État doit faire aussi des incitations dans tout ce qui vient d'être dit. Il faut faire des alliances supra-étatiques comme l'Union européenne ou l'Union africaine peuvent aussi faire des structures supranationales avec un grand impact si on met à contribution les bons encadrements d'articulation. L'UE avec sa politique agraire commune le fait à l'heure actuelle, mais de façon absolument lacunaire. D'ailleurs, la Suisse aussi, soit dit entre parenthèses, il faudrait développer une politique d'écosystème dans le cadre de ce qui a été dit. Ce serait très utile. La coopération internationale sans doute existe, mais nous avons 3000 traités multilatéraux et conventions comme la Convention climatique, la Convention de la biodiversité, la Convention des terres. Tout cela, il faudrait le faire en action de concertation et non pas pratiquer un certain clochemerlisme. Et les États peuvent aussi se fédérer, peuvent engager de nouvelles communautés coopératives, que ce soit au niveau de la régionalité, avec des États avoisinants qui prennent soin de la nature et du climat dans leur régionalité, ou que ce soit donc des structures internationales qui développent ensemble des synergies pour rebondir sur son propre territoire avec un plus grand aménagement, ou aussi des États des 4 coins du monde qui décident
de faire en sorte que des régions importantes comme l'Amazonie soient donc conservées ensemble et soient aussi défendues ensemble, au-delà des particularités nationalo-égoïstes. Deux quintessences, ce ne sont pas mes thèses, mais ce sont les thèses de la communauté des scientifiques. Donc ici, je reflète en quelque sorte le sens commun de la science et de l'épistémologie. Sans protection de la biodiversité par des protections climatiques et vice-versa, il convient d'éviter des conflits, comme Reto vient de le dire, pour mettre à contribution les synergies. Il est évident que tant la biodiversité que la protection climatique, eh bien, conditionne la protection et la renaturation autant que la réduction de la consommation des ressources naturelles. La biodiversité et le climat ne sont pas seulement un sujet parmi beaucoup d'autres en matière de discours de durabilité. Non, notre traitement avec ces composantes, c'est la clé de voûte de la transformation pour la durabilité. À défaut, tous les traités de protection ne seraient que saupoudrage. Cela, il est très important, la nature ne doit pas être externalisée à travers le système économique, à travers le système de la sociétalité. Le traitement avec la nature est de nature centrale. Il est évocateur à cet égard que dans le Stern Review, Economics of Climate Change de 2006, c'était encore une économie très classique, mais l'on avait déjà dit un peu en sourdine qu'il faut au moins faire en sorte qu'1% du produit national brut soit donc affecté pour combattre le changement climatique. Donc, ce serait quelques milliards en Suisse, rien que pour notre pays. Mais si nous le comparons avec The Economics of Biodiversity, qui vient d'être publié il y a une semaine, eh bien, le PIB est la fausse aune parce que la nature est toujours externalisée. Il convient de cesser cela et il convient d'affecter bien autrement les pécules. Options d'activité ou d'action, quelques-unes. D'abord, donc, les trois éléments du review, à savoir penser systémique, avoir des synergies et être solidaire, un triple S individuellement, national et de façon internationale. Par la suite, communiquer, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? À quel point son rôle est-il fondamental pour notre bien-être? Par la suite, la recherche et le dialogue doivent être structurés de façon interne et transdisciplinaire. C'est une honte qu'en Suisse, on n'ait pas un projet de recherche intégré quant à la biodiversité, faire des incitations pour des actions durables et de réguler les activités qui ne sont non durables. Il faut de la volonté, voire de la volition politique, mais aussi le courage de l'action créatrice. Il faut aussi ouvrir les vannes de certains crédits fiduciaires, au moins 7 milliards par année, je l'ai dit, pour la protection climatique. Mais nous en sommes encore, si ce n'est à des lustres, du moins à des lieux, on a besoin de davantage pour la protection de la biodiversité. Nous sommes aussi insuffisants. Il faut dépenser des pécules si nous voulons corriger l'étoffe de la réalité. En Suisse, comme à l'étranger, nous devons agir. Nous avons une trace de 50% à l'étranger, donc il faut agir tant en Suisse qu'à l'étranger à cause de l'empreinte écologique. Il faut maintenir le contact entre les mondes politiques et scientifiques. À l'heure actuelle, nous sommes assez erratiques. Nous avons des conseils consultatifs pour l'agriculture, pour le climat, pour la gestion énergétique, etc. Mais pourquoi n'a-t-il pas une action de concertation consultative commune qui donc élève la voix du monde scientifique? Enfin, chacun peut être contributeur ou contributrice. Nous prenons des centaines de milliers de décisions par jour. On peut le faire en fonction du climat et de la biodiversité ou pas. Donc, nous portons notre destin entre nos mains. J'aimerais, dans ce domaine, clore avec la remarque: nous pouvons voir les choses de façon positive. Business as usual, l'accoutumance n'a plus de droit de cité, mais il y a beaucoup d'options, saisissons-les, nous pouvons chacun s'acquitter de sa contribution, tout le monde peut contribuer à ce processus transformatif. Merci pour le privilège de vous avoir fait cette petite communication et merci surtout pour votre attention.